Alors après ces très beaux propos, ceux de M. Jean Musitelli, ceux de M. Stéphane Tavroff, l'hommage déjà rendu à cette personnalité extraordinaire qui était Géliou Géleff, c'est un petit défi, je dirais, pour moi en tout cas, pour animer cette table ronde. Mais j'avais envie peut-être pour l'heure qui nous est dédiée de rentrer un peu dans l'intimité, je dirais dans l'intimité de Géliou Géleff, mais aussi vos intimités, si je puis dire, c'est-à-dire, bien évidemment, je pense en particulier à Stanka, qu'elle nous parle de son père, et puis Yves, vous qui étiez alors à l'ambassade de France, cela a été évoqué, les liens que vous aviez avec les milieux culturels, intellectuels, pendant cette période charnière en Bulgarie. Et puis vous, cher François, qui avez été le conseiller de Géliou Géleff pendant de nombreuses années, 4 ans. Donc ma première question, en fait, à vous trois, c'est un peu la même question, c'est si en quelques mots, vous devriez dire quels sont vos souvenirs de 89, de l'automne 89, ici en Bulgarie, qu'est-ce que vous diriez? J'ai regardé une émission de télévision récemment où Géliou Géleff s'exprimait, et lui disait dans cette interview qu'il ne s'y attendait pas en fait à ce bouleversement. Et moi j'aimerais savoir comment chacun d'entre vous, vous l'avez vécu. Alors ici à Sofia, je ne sais pas si François vous étiez déjà à Sofia. Alors je vais peut-être commencer par peut-être Stanka, si vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, assez brièvement, puis après voilà. Donc moi j'étais étudiante première année à l'université, et l'université c'était une ruche vraiment. À la maison, il y avait plein de gens qui venaient parce que mon père, il était une des figures les plus actives parmi les gens qui pensaient différemment, si on peut dire, de régime communiste. Et à la maison, on ne fermait même pas la porte. Il y avait tout le temps des gens qui venaient de tous les bouts de la Bulgarie avec leur histoire, qui amenaient des pétitions, qui amenaient des documents, des livres. On se réunissait. Vous me disiez d'ailleurs, je crois que ce n'était pas seulement des livres, mais aussi vous parliez d'un très grand... Vous me parliez des grands poissons qui vous étaient offerts aussi. Ah non, ça c'était après que mon père il était président. Non, ça il avait plein d'histoires. Mais bon, ça c'était après. Et à cette époque-là, j'ai connu Yves, qui était un jeune diplomate, qui faisait des énormes fêtes dans son énorme appartement où il avait juste un chaîne-fille de musique, un canapé, et il réunissait vraiment beaucoup de gens différents. Merci, alors c'est l'occasion. Alors Yves, racontez-nous alors ces fêtes que vous faisiez, jeune diplomate alors à Sofia, et qui vous ont aidé, qui nous ont beaucoup, enfin je pense, aidé à comprendre ce qui se passait en Bulgarie à ce moment-là. Comme dit Stanka, moi j'ai jamais su meubler un appartement, donc il était resté vide comme je l'avais loué, et donc il y avait de la place pour faire des fêtes. Non, plus sérieusement, je voulais dire, je voudrais parler de personnes aussi desquelles on n'a pas encore parlé. Alors, d'abord, je parle des interprètes de l'ambassade. Et il y en a un qui est ici, je crois, Stanimir Delchev, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, si vous pouvez. Oui, ah oui, parce que je trouve, on oublie de dire. Moi, j'ai pas connu comme ça, Géleff comme ça, c'est pas tombé du ciel. Bah oui. C'est les interprètes qui nous ont dit, faites attention, lisez ceci, lisez cela. Je venais d'arriver, c'était pratiquement mes premiers jours en Bulgarie. Et c'est eux qui appelaient l'attention sur les articles qui paraissaient notamment dans Kultura,
mais aussi parfois dans des endroits extrêmement marginaux. Cultura, c'était un peu très proéminent, mais il y avait d'autres aussi publications, et ils avaient appelé mon attention là-dessus. Ils avaient dit, et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée d'aller à leur rencontre. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout oublier. L'autre personne dont je voudrais absolument parler, c'est mon ambassadeur Bertrand de la Taillade, parce qu'il m'a laissé faire. Et il a laissé faire aussi le conseiller culturel. On a parlé de la journée à l'université. Ça, c'est pas moi qui l'avais préparé, c'était le conseiller culturel qu'on oublie. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, Denis Viard. On oublie malheureusement sa mémoire. Voilà, Denis Viard, exactement. C'est vraiment lui qui a préparé cela. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a choisi 2 des 12 invités du petit déjeuner. Les 10 autres, c'était moi, mais il en avait choisi 2. Et chaque fois, ça, vous savez, c'est rare qu'un ambassadeur laisse comme ça à ses collaborateurs beaucoup de marge, et en même temps, il faisait le dosage, parce que parfois, on était un petit peu énervé par ce qu'on entendait, ces récits de persécution, on l'a rappelé, le régime qui persécutait des intellectuels, qui persécutait des minorités entières. Parfois, on était un petit peu irrités, on était des jeunes aussi, on voulait. Et il nous disait, attention Yves, on n'est pas des parachutistes, allez-y, mais allez-y doucement. Ce que nous voulons, c'est une voie pacifique, une transition pacifique. Et il a parfaitement réussi. Donc moi, je voudrais Bertrand de la Taillade est décédé récemment, il y a 2-3 ans, mais qu'on n'oublie pas son nom. Merci beaucoup. Et François, de votre côté, alors, cette période 89 Oui, j'en ai souvent discuté avec le président Gelef, car il avait beaucoup de reconnaissance pour l'ambassadeur de la Taillade, Mitterrand, évidemment, qui avait voulu ce petit déjeuner, parce que, si on se replonge dans le contexte de l'époque, l'opposition, c'était des hooligans. C'était des espèces d'intellectuels chevelus, barbus, qui n'étaient pas du tout crédibles. Et là, un président occidental, le premier, vient et par l'intermédiaire d'un petit déjeuner, crédibilise l'opposition, l'Union des forces démocratiques, vis-à-vis de l'opinion bulgare. Eh bien, j'en suis très ému, car souvent il me l'a rappelé, mais il a été le premier et le seul à nous crédibiliser. Donc voilà, il y avait de la part de GVGF pour ce petit déjeuner, et ensuite la relation s'est poursuivie, j'allais dire même naturellement, mais la reconnaissance qu'il a eue, qu'il y ait un président occidental, le premier et le seul, à crédibiliser l'opposition bulgare à cette époque. Car il faut se souvenir du contexte de cette époque. Ce n'était pas drôle. Et les services s'employaient à décrédibiliser toute forme d'opposition. Donc, ça a été un appui considérable pour l'Union des forces démocratiques de se rendre plus crédible vis-à-vis de l'opinion publique qui était quand même... C'était un pays totalitaire. Il n'y avait pas de possibilité véritablement de s'exprimer à la radio, à la télévision. Donc voilà, ça a été vraiment très fort. Et ensuite, ça s'est poursuivi parce que le président Gelef a compris cet aspect très important. Ça a été de demander, par exemple, que les négociations, les discussions à la table ronde soient retransmises à la télévision et à la radio. Donc vous aviez parfois, d'ailleurs à certaines heures, les gens qui sortaient de l'usine ou qui sortaient de l'entreprise pour écouter, car c'était un geste qui provenait du fait que, justement, François Mitterrand avait crédibilisé l'opposition en Bulgarie. Voilà. J'ai envie de poser de nouveau une question à Stanka. Ce que je disais tout à l'heure, alors l'entretien que j'ai entendu, enfin que j'ai vu en fait avec Géliou Gelef, et il disait cette phrase, il disait qu'il était convaincu que nous ne verrons pas la fin du communisme, qu'il n'y aurait pas, que le régime n'allait pas tomber. Et ce que j'aimerais savoir, c'est un peu quelle était l'ambiance familiale chez vous
dans ces années 1980. Alors il y a eu la publication du livre Le fascisme qui a été publié je crois en 1982, c'est ça? Oui, voilà. Et qui ensuite a été censuré. Après vous avez été très surveillé je crois, et il me semble que même aujourd'hui vous avez gardé quelques meubles qui rappellent cette surveillance. C'est Michel Elchaninov qui m'a raconté cette anecdote, une table avec micro, je crois. Mais comment ça se passait dans ces années 80? Bon, il y avait après, bien évidemment, il y a eu Gorbatchev qui est arrivé en Union soviétique. Forcément, je pense qu'on se posait des questions. Il y a des mouvements qui se sont développés aussi. Mais je voulais avoir un peu cette idée de l'ambiance, puis quand tout à coup, ces bouleversements se produisent et qu'il passe en fait du dissident, en quelque sorte, du philosophe à possiblement un homme d'État, un politique. Oui, c'est sûr que ça c'était inattendu. En fait, mon père, il était convaincu que tôt ou tard, le régime communiste va tomber et c'est pas possible qu'il existe. On voyait les failles dans le système, mais il ne croyait pas qu'il va être vivant comme ça va arriver. Et en fait, avec le perestroïka en Russie, les choses ils sont allé très très vite. Les communistes bulgares, ils ont été obligés de suivre et de faire des yeux au régime soviétique. Donc ils suivaient plus ou moins avec pas grand patience ça qui s'est passé en Russie, qu'il ouvrait donc pour il donnait une liberté d'expression, on commençait à parler des crimes des régimes de Staline, les crimes des régimes communistes en général. Et donc, ici, les gens ils commençaient à s'activer, mais on ne croyait pas. Et c'était vraiment assez inattendu, le chute du mur de Berlin, mais ça allait très très vite. C'était vraiment dans le cadre de quelques semaines. On voyait ce régime qu'on croyait qui était très très costaud, très fort, qui s'est écroulé comme un château de cartes. Yves, il était ici et vraiment c'était impressionnant. Il avait une énergie incroyable chez les gens, un grand souffle d'espoir, de désir vraiment s'exprimer, de créer, de vivre, d'être libre. C'était une époque, j'ai eu la chance de vivre tout ça et c'est quelque chose qui me marquait pour toujours. Tourner vers Yves justement pour reprendre ce que disait Stanka. Donc vous arrivez à Sofia quelle année en tant que diplomate? C'est en 88. En 88. Alors j'avais envie de vous interroger sur ce point. Cela a été dit par M. Jean Musitelli. Également, on connaissait mal en fait, ou même très mal la Bulgarie. Et durant ces années, si on parlait de la dissidence en France, on pensait à la dissidence plutôt en Europe centrale, donc Václav Havel, la Tchécoslovaquie, bien évidemment, tout ce qui se passait en Pologne. Mais on avait une assez grande ignorance, voire une totale ignorance de ce qui se passait en Bulgarie. Alors vous, en tant que jeune diplomate, comment vous avez au fond découvert qu'ici aussi en Bulgarie, la contestation était réelle, qu'elle se développait, qu'il y avait une envie de changement, de vrais changements, et comment vous avez convaincu ou votre administration ou votre ambassadeur de l'importance de cette société civile, parce que au fond, je pense que vous avez joué un rôle important aussi dans l'organisation du fameux petit déjeuner du 19 janvier 1989. Oui, alors. Oui, comme je le disais, on faisait la revue de presse le matin. On commençait par la revue de presse, c'était mon premier travail. Et les interprètes donc avaient un grand rôle dans le choix des articles de presse. Et il montrait qu'il y avait ces courants et le nom même de GLF, je l'ai appris par la revue de presse. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé des visites. J'ai commencé aussi des visites quand elle était encore toute jeune. Je me rappelle qu'ils vivaient dans des conditions matérielles quand même très difficiles. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire. Pourquoi j'ai été surpris hier, on m'a dit qu'il y avait eu des réactions parfois dans des réseaux sociaux contre la réunion d'aujourd'hui, parce que, et je pense que ça montre, il y a un bon côté, ça montre que l'image de GLF reste pertinente, puisque sinon il n'y aurait que de l'indifférence. Mais pourquoi? Parce que c'est un homme qui a illuminé
non seulement par toutes ses réalisations politiques dont on a parlé, mais aussi par sa personnalité et par son intégrité. Cette formidable intégrité qu'il avait avant, pendant, après. Donc déjà à l'époque, on ne tuait pas les dissidents dans la Bulgarie, enfin à cette période-là quand je suis arrivé, mais on les affamait, on les isolait socialement, on les chassait de leur travail, etc. Et donc ils étaient appauvris et ils pouvaient, mais lui non, il vivait, et je me rappelle, pardon, c'est un détail peut-être un petit peu, mais il y avait des repas, j'étais arrivé une fois en plein milieu d'un repas qui était vraiment réduit à très peu, avec des cacahuètes et du fromage mélangé, etc. Et c'était des conditions de pauvreté, mais dans lesquelles il n'a jamais perdu ni la dignité, ni l'intégrité de ses opinions. Et ça a continué comme ça, c'est-à-dire que la présidence, c'était un autre dont on n'a pas encore parlé, M. Panizza, que Stéphane connaît si bien, qui disait, mais c'est un homme qui n'aura jamais gagné le moindre sou dans toute sa activité, qu'elle soit politique, d'enseignement, philosophique, ou que ce soit comme homme d'État. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Alors donc, il y avait cette revue de presse qui m'a permis. Et puis après, c'était un enchaînement. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait des clubs prétendument littéraires, mais où au fond, on discutait beaucoup de politique, souvent à mots couverts. Il y avait tous ces clubs des cinéastes, et il y avait un club particulièrement connu pour d'effervescence, c'était celui des traducteurs, justement. Le club des traducteurs, n'est-ce pas? Voilà. Et ben voilà. Il y avait évidemment Stéphane, il y avait Albena, le mari d'Albena, etc. Donc tout ça, en fait, ça existait. C'était discret. Je crois que la Bulgarie, je crois que c'est Lamartine qui le dit quelque part, avait une habitude de développer, disons, ses libertés et ses dissidences de façon clandestine, parce qu'il y a eu l'oppression des empires, l'Ottoman, il y a eu la résistance, il y a eu tout ça. Donc il y a une certaine culture aussi du bas profil, mais ça n'empêchait jamais les gens de continuer à penser librement et de penser à l'avenir et de penser à comment faire pour acquérir cette liberté qui était cachée, qui était fantomatique, mais dont on voulait se saisir. Ça n'a jamais disparu, ça, de l'âme du peuple bulgare. Merci beaucoup. J'aurais cette fois une question que j'adresse à François. Je vous la poserai également. Ça a été déjà assez largement évoqué, mais son regard sur la France, en fait. Je crois que Jules Gelef parlait le français. Il a appris le français en autodidacte. Je crois, Stanka, c'est ce que vous pourriez dire? Oui, voilà. Et qu'est-ce qui... alors peut-être que je vais commencer... brièvement par Stanka, juste pour savoir qu'est-ce qui lui a donné envie d'apprendre le français avant qu'il devienne un homme politique. C'est la philosophie, peut-être? Oui, donc déjà le français c'était la langue internationale à cette époque-là, ça c'était vraiment la langue étrangère. Et je pense que tout simplement mon père il était vraiment fasciné par la culture, l'histoire, les idées, les philosophes français et les valeurs il croyait sincèrement à la fraternité, liberté et égalité. Vraiment, c'était quelque chose comme c'est quelque chose sur lequel il a basé toute sa vie et carrière politique. Très très profondément, il croyait en l'idéal de la Révolution française. François, vous confirmez, parce que vous l'avez connu comme président, puisque vous étiez son conseiller, son regard sur la France quand il est président, oui, en tenant le même fil un peu que celui proposé par Stanka? Oui, tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Yves tout à l'heure. C'est qu'en effet, il a même eu un de ses amis, entre guillemets, qui s'étonnait. Il est président et il ne s'est pas enrichi. Je ne citerai pas le nom, mais peut-être certains le connaissent. Mais tout ça pour dire que le président Gelef, en effet, était d'une intégrité tout à fait remarquable. C'est aussi pour ça que je suis resté avec lui. J'avais l'impression de travailler avec une personne, un homme d'État, intègre, qui ne voulait pas se mêler
de magouilles économiques, financières, et cela permettait évidemment d'avoir des échanges, d'avoir des conversations tout à fait intéressantes et remarquables. Ensuite, l'intérêt pour la France, Stanka et Yves ont pu en parler. Monsieur l'ambassadeur, vous en avez parlé. Au fil des réunions, il a senti aussi que il y avait une certaine écoute du côté de la France. Peut-être n'y avait-il pas la même écoute de la part d'autres leaders européens. Je ne citerai pas de nom, mais la France a été quand même le pays qui a, comme M. l'ambassadeur Musitelli a pu le dire, été à l'écoute et a essayé vraiment d'aider la Bulgarie. Et Yves, vous étiez à l'ambassade et est-ce que justement on sentait qu'il y avait cette francophilie très forte de Gélu-Gélef? Est-ce que Oui. l'ambassadeur, vous-même, vous en aviez conscience? Alors tout à fait, puisque donc, quand je suis parti le voir à son domicile, il m'a parlé tout de suite français. Mais alors, comme l'a dit Stéphane, hein, la culture française était très très présente partout. Pour pas simplifier, pas seulement d'ailleurs du côté des dissidents de l'opposition, y compris dans le parti, le parti communiste. Hein. D'ailleurs, Lataïa, toujours dans son dosage, dans son équilibrage, typique d'un vrai diplomate, disait ne coupez pas non plus tous les ponts avec l'autre camp. Et il y avait des grandes familles, par exemple Chavdar Kouranov, je me rappelle, il y avait tous les Wagenstein. Il y avait beaucoup de francophones aussi dans le pouvoir. Donc il y avait cette espèce de base, il y avait cet amour du français et puis de la culture en général. Je me rappelle qu'on m'avait fait un portrait. Oui, du français et puis de la culture en général. C'était pas seulement le français, c'est l'amour de la culture. Je me rappelle quand on m'a présenté le traducteur de Shakespeare en bulgare, Petrov, c'est ça. C'était voilà, Valérie Petrov. Et c'était prodigieux de l'entendre. Donc c'est cette culture, je crois, qui fait que de toute façon, des passerelles étaient possibles. Alors quand tu as dit que les Français, on était les seuls, juste une petite nuance, on a été les premiers, on a entraîné tout le monde, on n'était pas tout à fait les seuls. Il y a eu d'autres ambassades quand même, par exemple l'ambassade d'Allemagne. Moi je me rappelle que l'ambassadeur allemand avait été beaucoup allé à la rencontre des intellectuels, des peintres. Il avait pris ça sous un angle plus culturel, lui, mais il avait eu beaucoup de succès aussi pour animer cette effervescence culturelle. Et voilà. Alors les Américains sur un autre plan avec d'autres méthodes peut-être. Je peux juste dire quelque chose. Yves, il était vraiment politiquement incorrect par rapport les exigences du régime bulgare et il allait partout. Il voyait des gens, il venait à la maison. Ça, c'était un diplomate qui vient chez les décidants, peut-être les rencontrer dehors, dans un café ou à l'université, en réunion publique. Il venait à la maison et justement le 10 novembre, quand il y avait le régime qui est tombé, il est venu à 10h du soir avec une bouteille de champagne avec Stanimir Delchev, super excité. Il avait des gens de la campagne qui ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Il était fou de joie. Je pense qu'il a sorti M. Delchev de chez lui pour l'amener à la maison pour fêter. J'aurais une question toujours à vous trois. Alors, on a parlé effectivement de son lien très particulier avec la France, à sa francophilie. Alors, quel regard? Alors, déjà, je pense que c'était un Européen convaincu. Alors, vous me direz si vous partagez cette affirmation, en quelque sorte. Et le regard qu'il pouvait avoir par rapport à d'autres grands voisins non européens. Alors, je pense notamment par rapport à la Russie, par exemple. Je cite un autre grand dissident, Václav Havel, qui disait le problème de la Russie, c'est qu'elle ne sait pas où sont ses frontières. Alors, est-ce qu'il avait ce sentiment-là? Est-ce qu'il partageait? Est-ce qu'il pouvait dire des choses comme ça concernant la Russie? Et puis, par rapport aux États-Unis également, quel était son regard? Alors, j'aimerais bien vous entendre tous les trois là-dessus. Qui veut commencer? Alors, peut-être François, si vous voulez commencer. Bon, le président Gélev a occupé des fonctions officielles.
il était devenu très diplomate. Il ne se permettait pas certaines réflexions sur certains pays, sur certaines actions. Et donc, si on pouvait échanger, franchement, parfois, sur certains sujets, il n'était pas du genre. Le président Gelef était quelqu'un d'assez, je ne dirais pas timide, mais réservé. Et il ne tenait pas à tenir des propos qui auraient pu être mal interprétés par tel ou tel. Bon, il y a des choses qu'il n'appréciait pas automatiquement. Je pense par exemple, parce que M. Rossetto en a parlé, sur la reconnaissance de la Macédoine. Quand il y a eu un projet de réunion à l'initiative des Grecs pour réunir justement les Grecs, les Bulgares et les Serbes sur l'avenir de la Macédoine, le président Gelef a été immédiatement très ferme et a interdit au Premier ministre bulgare de se rendre. Voilà. Et donc, bon, eh bien, il a pris une décision, mais je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Gelef avoir des propos, comment dire, désagréables vis-à-vis de tel ou tel. Il était devenu le président, il était d'une nature réservée, et il n'allait pas commencer à avoir des propos qui auraient pu être rapportés ou mal interprétés. Et alors, je vais poser cette même question à Stanka. Pourquoi je pose la question, c'est sûr. Alors, il y a bien sûr il y a les États-Unis et la Russie. Et pourquoi la Russie, ça m'intéresse et pourquoi j'insiste sur cette question-là, c'est parce qu'on sait bien qu'en Bulgarie, il y a des influences historiques et qu'il y a un lien contraint ou non qui a existé longtemps avec la Russie. Donc, moi voilà, je serais intéressé de savoir ce que Géliou Gelef disait de la Russie. Peut-être qu'il n'exprimait pas de choses particulières sur ce point. Voilà, alors aux États-Unis, c'était peut-être autre chose, bien évidemment, dans ce contexte-là, mais je trouvais que c'était intéressant parce que nous, on le perçoit comme une figure, je dirais, occidentaliste. Enfin, je ne sais pas si c'est ce mot qu'il faut employer, mais en tout cas européen, une figure européenne. Mais voilà, s'il avait conscience de quelque chose dans cette relation. Mon père, comme président, tout ce qui l'intéressait, c'était et il avait de bonnes relations avec tous les pays qui respectaient la Bulgarie et qui défendaient les intérêts bulgares. Donc, il avait des excellentes relations avec la plupart des présidents, même des présidents balkaniques qui traditionnellement, la Bulgarie était dans des relations compliquées avec les autres pays, mais lui, il a réussi d'avoir de bonnes relations personnelles et même il a fondé plus tard le club politique balkanique qui était en fait la base de toute la politique, de tous les projets politiques des Balkans, d'intégration des Balkans. Donc c'était quelqu'un qui, pour lui, c'était plus important vis-à-vis de la Bulgarie, la politique des autres pays. Bien sûr, il était contre le régime communiste, mais il avait de très bonnes relations avec Eltsine, par exemple, et il a réussi à les convaincre de reconnaître la Macédoine, qui n'était pas évident. Même le ministre des Affaires étrangères à cette époque-là d'Eltsine, il s'est opposé, mais Eltsine, il était très ferme parce qu'il a donné la parole à mon père qu'il va reconnaître la Macédoine. Donc, il a reconnu et ça, c'était vraiment un grand geste d'amitié. Merci beaucoup. Alors, peut-être pour aller un petit peu dans cette direction-là, je crois comprendre aussi qu'il était très attaché au fond à ce que, bien évidemment, le sang ne coule pas en Bulgarie. Très attaché à la réconciliation, mais en même temps, j'ai lu une phrase qui était très, très belle, je trouvais, de sa part, c'est-à-dire certes la réconciliation, mais il disait que pour clore un chapitre ou pour clore un ouvrage, en évoquant ce qu'est le passé, métaphore du passé, il faut l'avoir lu. Donc je crois que une de ses philosophies, si je puis dire, c'était
bien apprendre les leçons du passé, justement pour ne pas les répéter. Donc pas une obsession du passé, mais penser qu'il fallait également en tenir compte. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez tous les trois si l'on évoque la personnalité de Gélius Gelef? Vous l'avez souligné, son club balkanique, son souhait effectivement de promouvoir la réconciliation. Cela a été dit aujourd'hui. La Bulgarie a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Macédoine, ce qui était un geste au regard de l'histoire, enfin quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai l'impression que c'était un peu sa philosophie, en fait, philosophie politique. Est-ce que François, puis je demanderai à Yves Stanka. Bon, à partir du moment où il devient président, il se rend compte que la Bulgarie est dans une situation dramatique, à la fois sur le plan intérieur, à la fois sur le plan régional, car il y a la guerre en ex-Yougoslavie qui démarre et qui va complètement isoler la Bulgarie, et puis surtout qui va... Les frontières sont perméables. Faciliter des formes de criminalité, car que ce soit les pays de l'ex-Yougoslavie, que ce soit aussi les Grecs qui n'apprécient pas parfois la position de la Bulgarie. Or, la Bulgarie pouvait éventuellement faire passer un certain nombre de choses par la Grèce. Donc, il y avait difficulté à faire passer les choses par la Roumanie, difficulté à faire passer les choses par l'ex-Yougoslavie, difficulté à faire passer les choses par la Grèce. La Bulgarie s'est trouvée complètement isolée. Et ça a été très dur. Et pourtant, lui-même n'est pas rentré dans une logique d'affrontement, parce qu'il aurait pu en effet avoir des propos vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie, avoir des propos vis-à-vis de la Grèce qui ne lui a pas facilité la tâche. Et donc, il a essayé, et sur le plan intérieur, et sur le plan régional, et évidemment international, d'apparaître comme celui qui essayait de préserver un certain nombre de choses. Et heureusement, car quand on se souvient justement de ce qu'ont été les guerres balkaniques, où la Bulgarie a été quand même très partie prenante, on aurait pu parfaitement imaginer des débordements. Donc, non, il n'était pas dans cette optique. Et à la limite, chez certains Bulgares, ils n'ont pas compris. La transition pacifique, si on se replace dans le contexte de l'époque, d'affrontement, d'antagonisme, un président, finalement, voilà, il ne veut pas se venger. Attendez, je me souviens au moment des élections, le Parti social-démocrate, je crois, de l'époque, avait imprimé une affiche où il y avait sur les camps d'après-guerre des têtes de mort qui signalaient les camps juste après la guerre. C'était une affiche qui avait fait très peur. Mais cela voulait dire aussi qu'il y avait des gens qui avaient envie qu'il y ait un affrontement intérieur. Il y avait des gens qui avaient la haine vis-à-vis de ceux qui les avaient spoliés, humiliés. J'en ai rencontré beaucoup. Je me souviens de M. Saouf, qui m'avait raconté comment c'était le leader d'un parti démocrate et comment justement il avait été, alors que c'était un intellectuel, mais qui avait été forcé à aller travailler sur un chantier, porter des brouettes, enfin il y avait une volonté d'humiliation. Donc évidemment, 45 ans après, vous aviez des gens qui ne comprenaient pas qu'il y a un président qui ne doit pas régler certains comptes. Et ça participe aussi de ce sentiment actuellement. Gelef, non, il n'a pas été dur, il n'a pas été... je vous dis, il y avait des gens qui étaient pour la vengeance. Et donc, évidemment, a posteriori, on peut en effet dire, ah oui, Gelef, bravo. Mais sur le moment, je peux vous dire que c'était dur. Et du camp communiste, mais surtout chez ses amis
de l'Union des forces démocratiques, qui lui reprochait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite ils ont essayé de l'évincer, ils ont essayé de le rabaisser. Mais voilà, j'allais dire qu'on n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Stanka, peut-être sur ce thème, son attachement à la réconciliation, le regard sur le passé, comment on gère cette transition. Le grand regret de mon père jusqu'à la fin, c'était que la partie communiste et les coupables pour cette catastrophe qui était le 9 septembre 1944, ils n'ont été pas jugés, ils ont été pas tenus compte, tout n'était pas raconté, il n'avait pas de... Le Parti communiste elle n'a pas été reconnu comme une parti qui était fait un grand traîtrise par rapport aux intérêts nationaux bulgares, qui a trahi le pays, qui l'a jeté dans un régime qui était contrôlé complètement de l'Union soviétique, qui a mis le pays dans un état de terreur. Il avait plein de gens, il avait des dizaines de milliers de gens qui ont été tués même sans jugement. Il avait toute la fleur de nation bulgare, intellectuelle et politique, qui était complètement ravagée, qui était détruite. Donc, personne vraiment, ils n'ont jamais rendu compte de tout ça. Ils n'ont été jamais jugés, ils n'ont été jamais... normalement, le Parti communiste, elle doit être interdit comme une parti qui a traduit l'intérêt national bulgare. Et ça n'a jamais eu lieu. Et les gens qui ont été dans cette partie et qui ont été derrière tout ce crime, aujourd'hui, leurs petits-enfants continuent de tenir économiquement et politiquement la Bulgarie, de gouverner. Et là, ils sont des businessmen, des diplomates, des politiciens. Ils se considèrent comme une élite, comme une aristocratie. Et en fait, ça, c'est des criminels qui n'ont été jamais jugés pour tous les crimes qu'ils ont faits au pays. Mais je veux dire que ça, c'était vraiment son grand regret. Mais il ne voulait pas que tous ces gens soient tués, qu'il y a la violence. Il voulait juste la justice. Yves, vous voulez peut-être nous donner votre regard aussi sur cette question, la réconciliation, je sais, enfin, si... Dans ma carrière, j'ai connu pratiquement que des pays en conflit ou en post-conflit. Beaucoup en Asie centrale, en Afghanistan, etc. En Bosnie, j'étais en Bosnie. Et alors, franchement, d'une part, au moment même où j'étais en Bulgarie, mais encore plus après, j'ai admiré, on l'a dit, tant M. Mizitelli que M. Tafrov, on parlait de la voie de la raison. Rétrospectivement, moi j'ai beaucoup admiré cette voie de la raison du président Gelev qui a permis la transition pacifique. Justement, ne pas rentrer dans un cycle de représailles, ne pas rentrer dans un cycle de vengeance, se baser sur les intérêts nationaux de la Bulgarie et se baser sur l'idéal de paix. Ça, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. On aurait pu revenir, on l'a dit, à l'agenda d'avant la guerre froide, au règlement de compte balkanique. Il a évité tout ça. Il a évité tout ça. Trop souvent, la Bulgarie, dans l'histoire, a été victime de systèmes d'alliance, de conjonction, d'écrasement entre différentes puissances. Il a choisi l'Europe, il est allé jusqu'au bout de l'intégration à l'Europe, mais tout en évitant le conflit et tout en évitant le retour du passé. Donc c'est un peu la catégorie des gens comme Mandela, comme etc., qui dépassent ce qu'ils ont subi, qui font abstraction de ce qu'ils ont subi et qui regardent vers l'avenir, qui montent des passerelles vers le futur. Oui, Stanka.
Juste un mot. Donc, lui, il croyait que la Bulgarie doit entrer en Europe au lieu de faire de la guerre avec les autres pays autour, plutôt rentrer dans une grande communauté où il y a les frontières, ils n'ont aucune importance, où on voyage, on a la même monnaie, on a la même politique, économie. Donc, il croyait vraiment en Europe que ça, c'est le seul chemin pour résoudre tous les problèmes qui ont été accumulés pendant toute cette histoire de guerre, de vengeance, de revanche. L'Europe, c'était la seule solution pour la Bulgarie. Merci. Alors, j'aurais peut-être une toute dernière question. Merci pour tous ces éléments, c'est vraiment passionnant. Et ma dernière question, en fait, c'est, et j'aimerais vous entendre chacune et chacun d'entre vous, pourquoi il est important aujourd'hui. Donc nous sommes le 10 novembre, 2025. Pourquoi il est important de parler aujourd'hui de Geliu Gelef et en quoi cet héritage-là peut nous aider pour comprendre le monde tel qu'il va, le pays tel qu'il va, les liens avec la France. Voilà, si en quelques mots, vous pouvez me dire pourquoi c'est si important. Enfin, moi, c'est ma conviction que c'est très important. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis extrêmement fier, en tant que directeur de l'Institut français, d'avoir cet événement aujourd'hui. Et ma reconnaissance est infinie que vous ayez accepté. Mais j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Ça sera ma dernière question, en fait, hein, parce que le temps passe malheureusement. Je voulais commencer par là d'ailleurs. Souvent, on entend les gens répéter des phrases dont ils n'ont pas contrôlé les sources ou le contexte. La politique d'État, ce n'est que des intérêts matériels, des contrats ou je ne sais pas quoi. Alors, il n'y a rien de plus faux parce que, en réalité, dans la politique, dans la diplomatie, il y a beaucoup finalement de sentiments. Il y a beaucoup. Alors, si c'est des intérêts de l'immatériel, il y a beaucoup d'immatériel. Et ce colloque aujourd'hui, ça le montre. Voilà, il n'y a personne qui va recueillir un intérêt direct d'un événement, de commémorer la mémoire du président Gelef. Par contre, ça montre un attachement aux valeurs, ça montre une fidélité. Le mot a été prononcé plusieurs fois tout à l'heure, le mot fidélité. Ça montre une fidélité à quelque chose, à un homme et à un esprit. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui est important qu'on montre aujourd'hui, c'est la fidélité, le sentiment d'attachement à un exemple, à quelque chose qui a illuminé et qui a donné une voie vers le futur. Merci. François, et je donnerai le mot de la fin à Stanka. Voilà, exactement, je crois que ce sera la meilleure façon de procéder. Je voudrais justement insister sur cet aspect. Geliu Gelef était un philosophe. Il avait pris de la distance avec les événements, avec même les idées. Je vais raconter une petite anecdote, parce que Geliu Gelef ne reniait pas le fait qu'il était membre du Parti communiste et qu'il avait commencé, il me l'avait dit, au moment de décès de Staline, de pleurer comme tout le monde, du moins dans cette partie-là. Il me disait, je suis très vite revenu sur cette idéologie, et il ajoutait avec un petit sourire, peut-être plus vite que beaucoup d'intellectuels en France ou en Occident. Alors on rigolait, évidemment, bon, il ne citait pas de nom, mais voilà, c'était dit. Et le fait que justement, en tant que philosophe, et je suis sûr que notre ami va en parler tout à l'heure, cette capacité qu'il avait eue à prendre de la distance, à réfléchir, l'aidait beaucoup dans l'appréciation des événements
du quotidien, quand tout se bouscule, quand il faut prendre des décisions, quand vous êtes pris par vos amis, par vos amis entre guillemets, vos ennemis. Lui avait cette capacité, par sa formation, d'avoir toujours ce recul. Et je pense que c'est un bon exemple pour la Bulgarie d'aujourd'hui, de demain, et pour beaucoup d'autres pays, y compris d'ailleurs peut-être notre pays, de trouver quelqu'un qui a la capacité de prendre de la distance avec les événements, surtout que les événements en Bulgarie à cette époque, c'était quand même pas facile. Moi, je veux remercier à l'Institut français d'avoir organisé cette conférence parce que normalement, ça devait être institution officielle bulgare, mais bon, visiblement, la France tient beaucoup plus à mon père. Et c'est une grande reconnaissance et je pense qu'il faut parler pour des gens qui sont honnêtes et pour lesquels valeurs démocratiques sont plus importants que les petits intérêts politiques, économiques. Des gens qui ont des idées, qui ont des conceptions, qui suivent les intérêts de son pays et pas les intérêts privés d'un autre. Donc des gens des idées, voilà, qui étaient comme mon père, qui était vraiment quelqu'un très atypique comme politique. Merci beaucoup Stanka pour ces éléments. J'aime beaucoup vos réponses et puis c'est une question importante. On va revenir d'ailleurs sur cette question parce que notre ami monsieur Michel Elchaninov va évoquer effectivement l'actualité de Géliou Gélev et de la pensée de Géliou Gélev et ça sera certainement passionnant. Le temps passe vite, alors je crois que maintenant nous allons faire une petite pause de 10 minutes environ et puis nous aurons donc la seconde table ronde. Voilà, je vous invite toutes et tous à rester pour la suite de cette journée qui va s'avérer passionnante et remercier tous les intervenants qu'on peut applaudir chaleureusement, je crois.